Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres du journal. Bras de fer au Grand Moulin de Dakar. Les travailleurs n'approuvent pas le licenciement de 5 des leurs. Ils menacent d'aller en grève prochainement si la direction ne revient pas sur sa décision. Retour sur le film du drame qui a ôté la vie à Abdoulaye Baldé. Ce jeune Sénégalais tué en Libye où il vivait et travaillait depuis 4 ans. Sa dépouille n'a pas été rapatriée au Sénégal, son pays d'origine. Le ministre des Affaires étrangères, dont l'attitude est jugée laxiste par la famille Baldé, s'explique. Amadou Ba évoque des raisons sanitaires et sécuritaires. Le docteur Abdoulaye Ndiaye, un des rares Sénégalais qui se confient après leur contamination à la Covid-19. Vous verrez comment ce spécialiste en santé publique a vécu sa maladie à travers son portrait dressé par Ndeye Nancy Diop Diouf. Et la rareté du poisson au Sénégal, une réalité, et les ménages en font les frais, nous révèle ce dossier pêche sénégalaise, les poissons en eau trouble de Emmanuela Maram Faye. Ce sera dans votre rubrique article de la semaine avec El Hadj Malick Cissé. Tout de suite le développement. Bienvenue dans le 1945 de ITV. Le président Macky Sall a débuté sa tournée économique ce samedi dans le Sine Saloum. Pour la première étape, Macky Sall a fait cap sur Niakhar dans la région de Fatick et sur Sibassor, Keur Socé et Toubacouta. Il est attendu demain à Kaffrine et à Kaolack. La tournée économique du président de la République prendra fin ce lundi. La situation est délétère au Grand Moulin de Dakar. Les travailleurs se dressent depuis quelques mois contre le licenciement de 5 travailleurs. Ils comptent observer une grève les 24 et 25 septembre si la direction ne revient pas sur sa décision. Je vous propose d'écouter Lamine Ba, président du syndicat des travailleurs de l'agroalimentaire. Depuis le 5 juin, ils ont essayé de licencier 8 délégués du personnel et 5 travailleurs. Alors, pour les délégués, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Dakar a refusé le licenciement. Il les a réintégrés après moult difficultés d'ailleurs. Mais pour les travailleurs, il a maintenu le licenciement. Ce que nous dénonçons, parce qu'en fait, c'était les mêmes motifs. Si l'inspecteur refuse en disant que c'est des motifs fallacieux qui ne recouvraient pas, qui n'étaient pas dans le droit social, il sait que les travailleurs n'avaient pas la protection des délégués, donc il a maintenu le licenciement des 5 travailleurs. Ce que nous avons refusé nous aussi, en portant plainte devant le tribunal du travail et en portant plainte devant le pénal, parce que les motifs évoqués étaient, il avait pris des audios dans un groupe WhatsApp privé des travailleurs. Nous pensons que là, il est en train de violer notre intégrité et cela est condamné par le pénal. Leur intégration, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en phase finale parce que nous avons en tout cas entamé toute action en tout cas de dialogue avec le Haut Conseil du dialogue social, avec l'inspection du travail, avec le ministère du Travail, avec d'autres bonnes volontés, religieux, mais aussi des anciens travailleurs de l'entreprise, certains cadres même de l'entreprise ont essayé, mais ils s'obstinent à donc revenir en arrière. Et nous pensons que cela doit s'arrêter. Nous avons donc introduit un préavis de grève qui est arrivé à terme et aujourd'hui, nous annonçons que nous allons en grève les 24 et 25 septembre 2020. Cette grève sera suivie d'un sitting devant l'entreprise, devant les locaux de la direction générale, et maintenant nous apprécierons. Si maintenant après cela, comme l'a dit un camarade, il n'y a pas de réaction, mais nous allons continuer cette grève, parce que c'est une grève d'avertissement, c'est vrai, de 48 heures, mais le préavis nous donne droit à chaque fois que effectivement les points sur lesquels cette grève est adossée ne sont pas résolus, nous allons continuer cette grève. Retour sur le film de la mort de Abdoulaye Baldé, jeune Sénégalais tué en Libye. Il était orphelin, célibataire. Il a quitté le Sénégal il y a 4 ans. Sa mort brise l'espoir de toute une famille. Boubacar Dieng et Souleymane Mang nous en disent plus. Abdoulaye Baldé était âgé de 28 ans.
Il est originaire de Guiré Yoro Bokar, un village situé à 18 km de la région de Kolda. C'est dans le sud-est du Sénégal. Après 4 ans en Libye, Abdoulaye Baldé est tué par un Libyen dans la station de service où il travaillait. Il était en Libye pendant 4 ans, dont il travaillait dans une station de service. Il a eu un malentendu avec un de ses clients libyens qui est venu acheter de l'essence. Quand il est venu, après l'avoir vendu, le gars il lui dit que le prix que vous m'avez vendu, ce n'est pas le prix. Il lui a répondu, c'est le prix fixé. Vous l'avez vu, donc je n'ai pas le droit d'augmenter ni diminuer. Le gars lui dit, moi je ne parle pas avec un Africain, et il me répond. Automatiquement, il a sorti sa fusil et lui tirait plusieurs fois dans le corps. Abdoulaye était célibataire sans enfant. Orphelin de père et de mère, il a quitté son village natal pour gagner dignement sa vie et aider son frère et ses sœurs restés au Sénégal. Que j'ai eu à joindre le secrétaire général des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Sarr, pour l'expliquer au téléphone qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit d'accord, d'abord mes condoléances, mais vous m'envoyez le numéro de vos confrères, vos frères qui sont là-bas, qui sont là-bas avec le corps au niveau de l'hôpital. Je l'ai envoyé immédiatement les coordonnées. Depuis lors, je n'arrive pas à le joindre au téléphone. Le 3e jour qu'ils ont reçu le corps, je l'ai appelé au téléphone pour qu'il assiste vraiment ces gens qui sont là-bas pour le rapatriement du corps. Il ne répond pas. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp, il ne répond pas. Et par négligence de la diplomatie sénégalaise qui a pu faire qu'on a fait l'enterrement au niveau de Libye. À cette amertume vient se greffer la colère causée par la posture des autorités sénégalaises dans cette affaire. Bon, vraiment, c'est triste. Parce qu'Abdoulaye, c'était un jeune. On comptait beaucoup sur lui. Il n'avait pas de femme ni enfant. Son papa est décédé et sa maman aussi est décédée. Donc, chaque fin du mois, il essayait d'envoyer quelque chose pour soutenir le reste de ses sœurs qui sont là-bas. Et vu que ça, il n'y en a pas, donc vraiment, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Selon sa famille, Abdoulaye Baldé est tué pour 600 dinars libyens, le prix du litre d'essence conseillé par son employeur. Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi dernier. Boubacar Dieng, le ministre des Affaires étrangères, apporte des réponses après les complaintes de la famille Baldé. Selon Amadouba, la dépouille de Abdoulaye Baldé n'a pas été rapatriée pour des causes sanitaires, sécuritaires et de conservation. Les mots du ministre des Affaires étrangères interrogé par Adama Anouchkaba. C'est aussi une affaire que nous suivons. La Libye, vous savez que c'est un pays qui connaît quand même une tension interne extrêmement importante. Et le Sénégalais serait décédé dans un endroit où il n'y a pas d'électricité d'ailleurs. Vous voyez un peu ce que ça pose comme condition de conservation. Je ne veux pas revenir sur ces détails parce que c'est encore rajouté à la peine de la famille, vous comprenez, et que les autorités libyennes sur place, pour des raisons sanitaires, avaient décidé d'inhumer le corps sur place. Mais c'est un dossier pour lequel nous avons été informés dès que ce crime est intervenu, mais maintenant dans un endroit qui pose quelques problèmes en termes de sécurité et d'accès. D'ailleurs, ce sont les deux conditions qui ont fait qu'il nous a été difficile de prêter main forte à la famille comme on l'aurait souhaité et comme on le fait. Maintenant, il y a quelques problèmes. Bon, je ne veux pas revenir sur certains détails. Vous comprenez qu'on ne puisse pas parler d'une personne décédée, des problèmes de conservation et tout. C'est un peu des questions un peu délicates. Je ne veux pas rajouter en tout cas à la douleur de la famille. Nous présentons nos condoléances à cette famille et nous sommes disposés à les soutenir comme on le fait pour d'autres. Parlons à présent des lavages de voitures. Certains laveurs ne prennent pas le risque de récupérer les clés. Il y arrive des vols, des accidents, raison pour laquelle certains automobilistes ne préfèrent que laver l'extérieur de leur véhicule. Reportage réalisé par Amina Taba. HLM 6 Gouy, les automobilistes confient leur véhicule pour lavage. Certains laissent leurs clés au laveur, mais ce n'est pas sans risque. Non, moi personnellement, je ne récupère pas les clés des clients.
Tu me donnes la voiture, tu ouvres la voiture, tu amènes tes clés, je fais l'essentiel. Après, je vous appelle, vous allez prendre, comment je peux l'appeler, ta voiture, tu me payes et voilà. S'il veut, on peut laver à l'intérieur, mais ça dépend de lui. Il sera là présent. On fait ce qu'on a à faire. Après, pas sûr, il y a trop de risques là-bas, quoi. Il y a trop de risques dedans. Tu vois un client, il a mis de l'argent sur son coffre-fort. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est à cause du laveur. Tout le contraire pour ce quadragénaire qui exerce ce métier depuis des années. Depuis 2004. Cela fait maintenant 4 ans que j'exerce ce métier. Mes clients ont confiance en moi. Dès qu'ils arrivent, ils me confient leurs clés. Et après, je nettoie les véhicules. Je me contente aussi de déplacer les véhicules à l'intérieur du parking. Cet automobiliste a cessé de laisser ses clés de voiture au laveur. Par rapport aux laveurs qui sont dans la rue, moi j'ai arrêté de donner ma clé depuis que je me suis fait voler un téléphone devant une institution bancaire qui se trouve à Yoff. Je me suis garé, je lui ai laissé la clé pour qu'il nettoie l'intérieur. Je suis parti faire mon opération bancaire. Je suis revenu, je le cherchais pour le payer, je ne l'ai pas trouvé. Alors, c'est quand je m'apprêtais à partir que je me suis rendu compte que mon deuxième téléphone, c'est parce qu'il a pris mon deuxième téléphone qu'il était parti. Et depuis ce jour-là, je verrouille mon téléphone. Aussi sale que puisse être l'intérieur, je fais laver l'extérieur et puis je m'en vais. On est civilement responsable de la voiture. Et surtout quand on remet la voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis de conduire, je pense qu'on est pénalement responsable aussi. Les attitudes peu appréciables ne sont pas cultivées ici selon ces laveurs. Ça ne se fait pas parce que la personne doit être digne d'abord de confiance, d'être trop attentif, d'être trop vigilant sur la clientèle, surtout. Je dénonce vraiment cet acte. Je conseille les jeunes à respecter leur métier. Certains laveurs profitent de leur métier pour circuler dans les rues ou même voler aux clients. Parfois, les conséquences sont fâcheuses. Coronavirus à présent, voici l'essentiel du point du jour. 43 nouvelles contaminations sur un total de 1334 tests effectués. Un décès enregistré hier vendredi. 27 cas graves admis en service de réanimation et 102 patients déclarés guéris. Et le balai des autorités administratives se poursuit à Touba à quelques jours du 18 Safar. C'est au tour de Sénindao. Le directeur de l'Office des forages ruraux affirme et rassure que tous les forages de la cité religieuse sont en marche. Il annonce également l'achèvement du forage en construction de Darou Marnan pour le soulagement des populations des quartiers périphériques de Touba. Correspondance Gorondaklo et Tchernofay. Touba prépare activement la célébration du Grand Magal, d'où la visite des autorités administratives dans la cité sainte. À cet effet, le directeur général de l'Office des forages ruraux en visite à Touba liste les dispositifs déjà déployés pour approvisionner la capitale du mouridisme en eau potable en période de Magal. Le président santonne son ministre pour forage yi nga xam ne yi dañ nekkoon à l'arrêt. Le président de la République avait donné des instructions au ministre de l'eau pour qu'il puisse apporter une réponse à la question d'eau potable à Touba. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie car nous avons réceptionné les 11 pompes commandées, mais aussi les 650 colonnes pour entretenir les forages. Et actuellement, ils fonctionnent correctement. Entretien au forage, il y a 600 colonnes. Ainsi, le directeur de l'EFOR a aussi saisi l'occasion pour rassurer les habitants de Sam et ceux de Darou Marnan souvent confrontés au manque d'eau potable. Sam aussi ak la ko wër mu nek quartier yu bari yo xamné yi fañ doon jël ndox dafa sori lool bu magal jotone ak pression bi du mëna doy donc ci sa ndigal donc forage bobu tay ji ñu ci Nous avons longtemps démarré la construction d'un forage à Darou Marnan et d'après les experts, d'ici le 30 de ce mois, le forage va desservir la population. Mieux, nous avons entamé la construction d'un château d'eau de 500 000 m3 d'eau qui sera livré après le Magal.
pratiquement au plus tard le 30 de Napare. En prenant la parole, Sherbas Abdul Khadr salue la démarche et l'engagement du gouvernement qui, selon lui, tient toujours promesse à résoudre la question d'eau dans la cité religieuse. Retour à Dakar, 100 000 arbres dans la capitale sénégalaise, 1 million à travers le Sénégal. L'association Vacances Vertes a officiellement lancé la campagne Une femme, un arbre. L'activité a eu lieu à la place de l'Indépendance sous la présence de Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar. Compte rendu Youssouf Konté. Une femme, un arbre, c'est le défi que s'est lancé l'association Vacances Vertes pour reverdir le pays de la Teranga. Objectif, planter dans la région de Dakar 100 000 arbres et 1 million à travers le Sénégal. Ceci pour défendre l'environnement. Aujourd'hui, tous les économistes sont d'accord à dire le monde traverse une crise économique, mais moi je dirais que le monde traverse justement une crise environnementale. Donc il faut essayer de s'adapter ou de créer des conditions pour atténuer les causes des changements climatiques, c'est-à-dire l'évolution de ces gaz à effet de serre qu'il faut réduire. Et nous, Vacances Vertes, on l'a compris. C'est pour ça qu'en 2017, nous avons lancé ce concept. Et cette année, avec la 4e édition, nous avons décidé de dédier cette campagne de reboisement de 100 000 plants à Dakar pour la phase pilote aux femmes. Parce que nous nous sommes rendus compte que les femmes, à chaque fois qu'elles gèrent un projet, on a toujours des satisfactions. Soham El Wardini, maire de Dakar, marraine de cette activité, constate pour le regretter que Dakar a perdu sa verdure d'antan. Elle invite les Sénégalais à reboiser afin de redonner à la capitale sénégalaise son bel environnement. Vous le savez tous, Dakar est devenue une ville béton. Tout est construit à Dakar. Les arbres ont été coupés pour être remplacés par des buildings. Dakar, c'était le Cap-Vert. Nous n'avons plus ce Cap-Vert, nous avons une ville béton. Il est maintenant temps de revenir à cette ville verte d'antan. Et le président de la République l'a dit dans son discours, dans le PSE vert, il faut reverdir tout le Sénégal. À l'occasion, elle dévoile un programme de la mairie de Dakar. Et nous avons aussi un programme dans les écoles. Je dis que dans les écoles, il faut planter des arbres fruitiers. Nous aurons de l'ombre, mais aussi nous aurons de quoi manger. Vacances Vertes, lancée en 2017, a déjà organisé la même activité dans les régions de Dakar, Kaolack et Fatick. Et l'association a reboisé plus de 5000 plants en 4 ans. Et Cap-sur-Bourg, où le poisson se fait rare depuis une quinzaine de jours. Si les vendeurs de poissons expliquent la situation par le mauvais temps, les pêcheurs, par contre, croient que la situation est due à l'action des bateaux étrangers qui pêchent dans nos eaux. Reportage Hambourg, Muntagakan. Pour les pêcheurs, le manque de poissons ne s'explique que par l'action des bateaux étrangers. Ainsi, ils demandent à l'État de mettre fin aux accords de pêche signés avec des sociétés étrangères. La vie est dure ces temps-ci à Tcharaï. C'est pourquoi on est là à Hambourg. Mais on ne peut pas imaginer combien les choses sont difficiles. Les espèces les plus connues ont disparu du marché. Cette situation est à l'action des bateaux. Les fils du pays sont là à ne rien faire, notamment ceux qui ne connaissent que la pêche. Le monde qui s'active autour de la pêche est si important qu'aucune société ne peut employer autant de personnes. Pour cette raison, nous demandons à l'État de revenir sur les signatures de contrats avec des bateaux étrangers. Les vendeurs qui sont confrontés aux difficultés liées à ce manque de poissons, au même titre que les clients, expliquent la situation par le mauvais temps en mer. Si la mer est trouble, il ne peut pas y avoir de poisson car les pêcheurs ne vont pas. Les clients aussi peinent beaucoup à trouver du poisson. Quelquefois, on est très gêné avec des clients et des proches parents car le prix d'achat est très élevé. On ne sait plus où donner de la tête à cause du manque de poisson. On a beau chercher, mais on ne trouve rien. Tout ça est dû à la houle. Les pêcheurs rentrent de la mer produits. Chaque tas de poisson que vous voyez coûte 500 francs. Alors qu'en temps normal, ça ne coûtait que 200 francs. La plupart des clients font des valses interminables entre les étables, le panier creux, malgré leurs multiples pourparlers.
Et dans la même veine, pêcheurs, mareyeurs et vendeurs sont unanimes. Le poisson est presque un luxe. Les pères et les mères de famille sont dans tous leurs états. L'enquête sous la plume de notre consoeur Emmanuela Maram Faye a consacré un dossier intitulé « Pêche sénégalaise, poisson en eau trouble ». Elhaj Malik Sissé et Souleymane Meng signent l'article de la semaine. Le poisson se fait rare et il coûte cher. Il est même en train de devenir un luxe, suffisant pour le quotidien Enquête de faire un large focus sur ce secteur. Poisson en eau trouble parce qu'actuellement, malgré le fait que le Sénégal fasse partie des pays à mer les plus poissonneux, on constate que la denrée est très très rare. Voilà, elle se fait rare et donc elle coûte assez cher. Voilà, en l'occurrence, les plus gros poissons, notamment le tchof, qu'on appelle mérou en français. Donc la denrée se fait rare et peu importe la localité, que ce soit à Soumbédioune, à Yarak ou encore à Yoff, le constat est le même. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce dossier-là et de choisir un titre. Disons que les poissons sont en eau trouble. L'eau de mer garde encore une certaine clarté dans les quais de pêche. Toutefois, les pêcheurs prônent déjà la réglementation du nombre de jours de pêche. La ressource halieutique a besoin de se reproduire. Donc pour se reproduire, elle a quand même besoin d'une période de repos, qu'on appelle quand même repos biologique en sciences, qui va permettre à ces poissons-là de quand même se reproduire en masse, se multiplier, de telle sorte qu'on ne va pas observer de manque au niveau du ravitaillement en poisson. Au même moment, la ressource halieutique se raréfie. Poisson pourri, l'insalubrité. Soumbédioune fait grise mine. Soumbédioune fait grise mine parce qu'en temps normal, en temps d'hivernage, Soumbédioune devait être en train d'être rempli de poissons. Les pêcheurs devaient être en train de se remplir les poches. Mais malheureusement, actuellement, c'est tout le contraire. Voilà, parce qu'ils subissent une concurrence déloyale de la part des grands navires étrangers qui, eux, pêchent de manière peu réglementaire, on peut le dire comme ça, qui pêchent dans leur périmètre, donc ils vont au-delà de leur périmètre. Et donc ces pêcheurs artisanaux-là se retrouvent dans de grosses difficultés parce qu'ils n'ont plus accès à la ressource qui leur permet de vivre de leur activité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a quand même une concurrence au niveau de la vente parce qu'il n'y a pas que les poissons des pêcheurs de Soumbédioune qui sont vendus à Soumbédioune. Il y a aussi des poissons des navires étrangers qui viennent vendre à des prix assez dérisoires sur la plage de Soumbédioune. Donc ça fait qu'avant même l'arrivée des pêcheurs de Soumbédioune le soir ou le lendemain s'ils ont passé la nuit, ces poissons sont déjà sur place et donc eux, ils sont obligés maintenant de vendre à des prix assez très très dérisoires, donc ils ne s'en sortent plus. À cela, il faut ajouter d'autres mareyeurs qui viennent d'autres quais de pêche, d'autres ports, notamment le port de Dakar, selon nos sources, qui vendent aussi sur le lieu. Donc ça fait que plusieurs vendeurs s'y retrouvent et les prix ne sont pas réglementés, les prix diffèrent. Et les pêcheurs de Soumbédioune n'arrivent pas à s'en sortir. Les facteurs d'ordre environnemental sont méconnus. Un spécialiste en bioécologie marine explique en page 6 du journal les multiples causes de la raréfaction de cette denrée essentielle qu'est le poisson. Il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu. On a d'abord la variabilité saisonnière. C'est quoi? C'est le fait que pendant une période bien définie, les poissons se trouvent dans un lieu fixe. C'est-à-dire qu'ils sont là pour une raison bien définie. Ils vont rester sur les lieux pour se nourrir, se reproduire. Après cette période, ils seront amenés à migrer, à aller ailleurs. Et lorsque les conditions environnementales telles que la salinité de l'eau, la température et plein d'autres facteurs scientifiques ne sont pas réunis dans ces écosystèmes-là, les poissons auront tendance à aller ailleurs.
Ils vont donc migrer et les pêcheurs de cette zone vont se retrouver assez perdus. Ils ne verront plus cette ressource. Ça, c'est un premier facteur environnemental. Après ça, on a aussi la pollution marine. La pollution marine qui est d'origine continentale. Donc, c'est tous les déchets qui sont déposés au niveau de la plage, au niveau de la rive, des ordures ménagères qu'on retrouve très souvent, qui vont maintenant se déverser naturellement dans la mer et seront ingérés par ces poissons-là. Eux aussi, naturellement, ils vont disparaître à petit feu parce que le plastique, tout le monde connaît un peu l'effet toxique du plastique sur ces poissons-là. À part ça, ils peuvent aussi se retrouver piégés dans ces plastiques au fond de la mer, ce qui va faire qu'ils vont mourir, on va les perdre. La pêche sénégalaise souffre. Sans risque de se tromper, le secteur est en eau trouble. Et nous reparlons du coronavirus dans cette édition qui continue de faire ses ravages dans le monde. Mais au Sénégal, les personnes contaminées n'ont pas l'habitude d'en parler pour éviter la stigmatisation. Le docteur Abdoulaye Ndiaye se démarque. Le spécialiste en santé publique nous raconte son expérience depuis sa contamination à sa guérison. Ndeyna Diop Diouf. La pandémie de la COVID-19 a fait le tour du monde, même dans les zones les plus reculées. Toutefois, rares sont les personnes guéries de cette maladie et qui acceptent d'en parler. Et dans ce cercle restreint, figure le docteur Abdoulaye Ndiaye, contaminé à son lit de travail, a bien voulu se confier à nous. Le début de la symptomatologie a commencé vers le 5 juillet. Je présentais vraiment des signes comme la fièvre, la toux, et j'avais vraiment une algie diffuse, mais bon, n'empêche, je partais au boulot. Et c'est la journée du mercredi, je pense que c'était le mercredi 8 ou 9 juillet, que je me sentais vraiment pas bien. Et après ma descente, en montant même mes escaliers, je ne parvenais pas à monter les escaliers comme je le faisais auparavant. C'est-à-dire que je commençais à présenter des signes d'essoufflement. Et c'est par la suite que j'ai contacté Dr Bousso, Abdoulaye Bousso, qui m'a mis en contact avec les gens de l'hôpital principal et qui m'ont appelé pour faire le test. Donc j'ai fait le test, je pense que c'était le 8 ou le 9, et c'est revenu positif le 9, je pense, le 9 juillet. La prise en charge à domicile des patients, désormais rendue possible. Le docteur en santé publique en est le parfait exemple. Comme je vivais seul, donc il n'y avait pas de risque de contamination. Je suis juste resté chez moi et je prenais mon traitement. Les gens ont voulu m'interner à l'hôpital principal, mais bon, j'ai refusé. J'ai vraiment voulu prendre le traitement à la maison. Et j'ai fait à peu près presque un mois de convalescence. Mais actuellement, j'ai repris le boulot depuis, je pense, le 15 du mois passé. Moi, je me suis dit que je suis jeune. Je ne vais pas me laisser faire. Okay? Dès qu'on m'a dit que le test était positif, je me suis levé en commençant le traitement. J'ai pris le traitement et en plus, je commençais à faire le sport parce que comme je présentais les signes d'essoufflement, bon, j'ai commencé le sport petit à petit en faisant la natation parce que c'est une chose que je fais fréquemment. Et fort heureusement, bon, j'ai pu gérer de par ma volonté de vouloir me guérir. Le coronavirus est une maladie qui est bien réelle et qui est toujours présente dans notre pays. Pour éviter toute contamination, le docteur Abdoulaye Ndiaye invite la population à respecter les gestes barrières. Merci de choisir ITV pour vous informer. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. À suivre ce soir, votre série Paulina. Malik Thiandoum sera également là pour le plateau Mendemi. Très bonne soirée sur ITV.